ne sommes-nous pas là pour un nouvel épisode d'Urban Story, le 7e. On peut dire que c'est peut-être la saison 2 et tout. Donc voilà, je suis trop contente. Ça fait trop longtemps. J'avais trop hâte. Et du coup, pour cet épisode, j'ai voulu faire un mix Urban Story, album review. Parce que, en fait, dites-vous que le premier album et le dernier projet de Central aussi, j'ai surkiffé. J'ai beaucoup aimé. Et je me suis dit, il y a plein de choses intéressantes parce qu'il a proposé tellement de choses. Donc je me suis dit, ce serait sympa d'analyser. Et en même temps, j'ai eu plein de rappeurs britanniques qui sont apparus. Et je me suis dit, mais en fait, la scène là-bas, elle est pépite. Et je fais des recherches, je voulais absolument en parler. Donc c'est pour ça qu'on va mixer les deux. Donc la scène rap britannique mélangée un peu à un album review de Central C, Can Fresh the Greatness. Donc voilà, c'est parti. Donc d'abord on commence un peu par la Urban Story, donc l'histoire du rap britannique. Et donc là on va faire une sorte de courte chronologie du rap du Royaume-Uni. Donc il faut savoir qu'il y a quand même, on va dire, 3 périodes marquantes, enfin je dirais 4, mais 3 périodes, on va dire, entre guillemets, glorieuses. Et il faut savoir aussi que le rap britannique vient s'inspirer d'autres musiques hip-hop. Donc la toute première période, c'est les années 80, où c'est là le rap britannique commence à se faire de plus en plus écouter grâce au sound system. Donc c'est des sortes d'assemblages d'énormes enceintes. Donc je vous mets une photo quelque part, mais ça ressemble à ça. Et après, on va voir que la décennie d'après, donc les années 1990, va avoir un déclin du hip-hop, enfin du rap britannique. Donc ça, c'est la deuxième période. Et bien que c'est un déclin, c'est quand même une période marquante parce que c'est là où on va avoir énormément d'artistes. Enfin, c'est là où les artistes vont énormément tester de nouvelles choses, renouveler, créer des sous-genres au rap britannique, comme par exemple Tricky, qui est un des piliers du trip-hop, qui est une sorte d'hybridation du hip-hop. Ensuite, la troisième période, c'est le millénaire, donc le début des années 2000, et c'est ce on peut appeler un peu l'âge d'or du rap britannique, parce que c'est là où on va avoir la nouvelle génération qui fait son apparition, un peu on va dire le rap britannique qu'on va écouter plus quand on parle d'ancien rap, et aussi là où les nouveaux sous-genres vont s'installer. Et puis la quatrième période qui est, moi, ce que je considère un peu l'épiphanie du rap britannique, c'est les années 2010, parce que c'est là où, donc 2010, ça veut dire, je parle de, allez, quand je dis les années 2010, je dirais peut-être, 2010 jusqu'à, 2015, 2017, dans ces eaux-là. C'est pour moi l'épiphanie, parce que c'est là où on va avoir vraiment les têtes de rappeurs et rappeuses, qu'on écoute aujourd'hui, qui sont aujourd'hui des figures. Donc on peut penser à Skepta, Stormzy, Little Sims, Central C, etc. Et puis aujourd'hui, on peut observer une nouvelle vague avec les nouvelles têtes. Et c'est vrai que j'ai cette impression que la chronologie du rap britannique est très similaire au rap français, parce que dans un sens où nous, années 80, enfin plus 90, c'est les premières périodes où pop-up, ça arrive. C'est à la fois underground et en même temps ça se met en avant. Donc en fait, je dirais même que les années 80-90 du rap britannique, tout est réuni en un. Ensuite, années 2000, c'est là où il y a des expérimentations, tests, un peu un déclin. Quand je dis déclin, c'est-à-dire... Enfin non, même pas. Si, je crois qu'il y a eu une période à un moment où c'était un peu en déclin, mais ça restait quand même très présent. Mais il y a plus eu ce hop, et après 2010, 2016, 2018... Ouais, 2015 à 2018, prime, où ça fait fiu. Et du coup, post-confinement, je pense qu'on a vraiment cette nouvelle période et cette nouvelle vague de nouveaux artistes qu'on observe énormément en France et qui, je pense, est très similaire au Royaume-Uni. Maintenant, parlons un peu plus des sous-genres du rap britannique. Donc, quand je dis sous-genre du rap britannique, ça ne veut pas dire que c'est spécialement au Royaume-Uni, mais c'est vrai que, par exemple, si on prend le rap américain, eux, c'est vraiment le foyer et c'est vraiment the place to be pour la trap ou encore le gangsta rap, bien que français, rap britannique, et je pense que dans le monde entier, il y a des rappeurs qui expérimentent la trap, le gangsta rap, mais c'est vrai que c'est des genres qui sont très forts en Amérique. Et puis en France, par exemple, on peut penser que rap conscient, énormément, moi je trouve que c'est quelque chose qui est très remarquable dans l'histoire du rap français. Je dirais aussi de la Jersey drill et de la drill. Je trouve que ça a beaucoup... surtout la Jersey drill, je trouve que c'est quelque chose qui a été assez marquant pour nous, bien que, en fait, dans les deux que je viens de citer, rap américain, rap français, on a énormément de genres qui ont été explorés, énormément de sous-genres qui se mélangent. Mais du coup, c'est vrai que le rap britannique aussi a des sous-genres qui sont un peu propres et identitaires du Royaume-Uni, où on se dit c'est quand même le foyer qui a après inspiré
le reste du monde. Donc par exemple, déjà on peut penser au trip hop, comme j'ai pu le dire. Donc le trip hop, ça apparaît dans les années 90 à Bristol. Comme j'ai pu le dire, c'est une hybridation du hip hop. Donc on vient mélanger du rap, de l'électro et du jazz. Donc c'est vraiment un genre qui est quand même, un sous-genre qui est quand même assez expérimental. Et si on devait un peu qualifier, ça serait quelque chose d'assez lent, mélodique et très introspectif, un peu intime, parler de soi. Et si vous voulez un peu faire une comparaison ou affilier ça à quelque chose que vous avez déjà entendu, vous pouvez penser à The Weeknd ou encore au R&B alternative. Donc c'est quelque chose qui se ressemble un peu. Et comme artiste que j'ai pu citer, Tricky qui est vraiment un des piliers de ce sous-genre. Un autre sous-genre, on va voir le road rap. Donc ça apparaît fin des années 2000 à Londres. C'est quelque chose qu'on affilie et qui s'inspire beaucoup au gangsta rap. Donc vous voyez, il y a vraiment ce côté de gangsta rap, c'est rap américain, road rap britannique. Ça a des flows quand même plus lents que tous les autres sous-genres qui sont identitaires ou qui représentent un peu le Royaume-Uni. Et quelque chose, un artiste à qui on peut l'affilier ou qui, comparaison 50 Cent, mais sinon une figure majeure de ce sous-genre, on peut penser à Nines. Et le road rap, c'est précurseur de la drill britannique qui, moi je pense que c'est le sous-genre auquel, quand on vous dira britannique, très vite on va penser à la drill. Donc la drill, elle apparaît dans les années 2010. C'est quelque chose, c'est des BPM très très rapides, c'est-à-dire c'est un rythme hyper rapide, 130, 150, quelque chose de très sombre aussi dans l'atmosphère, que ce soit dans les prods, le texte, et puis aussi dans le flow, au plus d'être rapide, c'est quelque chose où on va avoir souvent beaucoup d'adlibs, des rythmes très syncopés, très coupés, et de la cadence dans la voix. Donc figure majeure au Royaume-Uni, on va avoir 67 ou encore 81. Et puis sinon, si vous voulez avoir une comparaison française, qui je pense qu'il y en a énormément, moi je pense qu'on peut penser Gazo, Kershak. Et sinon, en vrai, je dirais Jola Green aussi. Pas qui fait de la drill, mais je trouve que comment là on en parle avec les adlibs, les flows syncopés et les univers assez sombres dans la prod, Jola Green. Et puis un autre sous-genre hyper important du Royaume-Uni, en plus de la drill, du road rap, du trip hop, la grime. Donc la grime apparaît à Londres, début des années 2000. Ici aussi, rapide, très syncopé, avec un BPM de 140. Et puis aussi, ici, c'est un sous-genre qui va emprunter énormément. Donc par exemple, pour le rythme, il emprunte au two-step, à la jungle, avec des drums. Et puis dans le flow, beaucoup de sons rappellent au dancehall et au hip-hop. Donc c'est quelque chose de très électronique, très expérimental. Donc ici, d'une certaine manière, je pense qu'on peut dire que c'est un peu ce même aspect que la trap, où la trap, c'était vraiment une inspiration à d'autres styles, à différents genres, et que ça a été expérimenté, rendu plus électronique. Pas du tout que je dis que ça se ressemble, mais qu'il y a ce même, on va dire, un peu origine, histoire. Donc c'est quelque chose qui est quand même aussi très underground. Donc au début c'était seulement diffusé par les pirate radio, donc c'était des radios un peu clandestines et underground, et qui étaient vraiment faits sur des bateaux de pirates, vraiment. Et puis ensuite, année 2010, gros boom, ça pop-up, et la grime en fait c'est maintenant considéré comme le développement musical le plus important du Royaume-Uni depuis des décennies. Et du coup des figures majeures à ce genre, Skepta, Stormzy ou encore Diesel Rascal. Donc en fait, le rap britannique a vraiment cette richesse et cette scène hyper importante qui n'a, je pense, rien à envier au rap français, rien à envier au rap américain, et qui a vraiment sa propre identité et ses propres clés et ses propres points forts, etc. Et puis comme j'ai pu le dire, il y a vraiment, moi je trouve cette grosse ressemblance au rap français, dans le sens, sur le papier, dans son histoire, dans son passage et tout. Donc déjà, comme j'ai pu le dire, c'est à travers la chronologie. Et puis même, du coup, au niveau des artistes, pas de ressemblance vocale, mais un peu de ressemblance dans la manière du statut d'artiste, de quand est-ce qu'ils se sont développés, comment ça a pop-up. Donc par exemple, Central C, moi, ça me fait beaucoup penser à un Tiakola ou SDM. Donc rappeur, artiste urbain, etc. Mais du coup, Central C et Tiakola SDM qui sont aujourd'hui des figures quand même très importantes, qui sont des visages internationaux, qui ont sorti de très bons projets, qui fonctionnent très très bien, même tous leurs sons. Ensuite, par exemple, si on prend des rookies anglais, et un qui par exemple là est vraiment, moi je trouve qu'il est très très devant la scène, donc par exemple Leo Stay-Strill, il me fait énormément penser par exemple à un Lamano ou Jola Green 23. Et dire que ces trois artistes, d'une certaine manière,
Ça fait longtemps qu'ils font du son. D'une certaine manière, ça fait quand même 2-3 ans qu'ils sont quand même déjà bien présents. Et qui c'est fin 2024-2025, où ils ont tout cassé, tout pété, pop-up. Et là, 2025, c'est du tout droit et énormément d'opportunités, donc d'une certaine manière. Et puis ensuite, si on parle d'anciens, je prends des gros guillemets, c'est-à-dire quand je parle d'anciens, c'est-à-dire des personnes qui sont là, mais qui ne sont pas non plus... Donc par exemple, un Skepta, qui est encore actif, qui fait encore du son. Et bah par exemple, ça fait penser un peu à un Caris ou un Booba, dans le sens que c'est des figures hyper majeures, hyper importantes, qui ont marqué des décennies, qui ont marqué des jeunesses, ou etc. Donc, certaine manière. Et puis, un autre point qui, moi, je trouve qu'il y a cette ressemblance entre rap britannique et rap français, c'est cette ouverture à la pratique. C'est-à-dire que maintenant, on a l'impression que les rappeurs, enfin, le rap, le hip-hop, n'est plus seulement catégorisé, enfin, les artistes ne font plus seulement que de la musique. Et un peu cette ouverture à, par exemple, création de contenu. Donc, par exemple, si les Britanniques, il y a cette chaîne Footlacium ou un truc comme ça, ou chaîne 4.0 ou un truc comme ça, enfin, je vais retrouver, ou donc avec Nella Rose, etc. Et tu as énormément de rappeurs qui parfois sont invités et qui font de la création de contenu, etc., qui apparaissent et tout. Ce genre de choses. Même création de contenu, on peut penser au vlog de Central C, etc. Et puis, de certaine manière, en France aussi, on a ce même modèle. La dernière vidéo d'SDM, les collaborations avec des streamers, Camille m'a tué le stream. On peut penser à quoi? Les invitations, les collaborations par exemple avec d'autres youtubeurs, quand je pense à Loni. Enfin voilà, il y a toutes ces collaborations. Et puis aussi le cinéma avec Top Boy, la base qui, moi je trouve, est un puits de rappeurs, d'artistes qui sont présents. Et puis ensuite en France, on peut penser par exemple à Caris, Kalash ou encore Kerry James qui sont apparus à l'écran. Maintenant passons à Central C. Et du coup à la partie album review. Donc déjà, parlons un peu de Central C en tant qu'on statut dans le rap britannique, parce que je pense que c'est vraiment une tête d'affiche du rap et qui est, je pense, si on devait demander à l'international, c'est le nom qui ressortirait le plus. Donc un peu pour remise en contexte, Central C, Hip Hop Up en 2021. On commence à avoir la popularité en 2021 avec ces deux titres, Days in the Life et Loading. Ensuite, Big Pop Up, juillet 2022 avec Doja. Et 2023, deuxième vague de Big Pop Up avec Sprinter, ensuite avec Dave. Aujourd'hui, il a 6 projets dans sa discographie. On va avoir 2 mixtapes avec Wildest et 23. Ensuite, on va avoir 3 EP. 17, Sprinter en commun avec Dave. Et No More Lex qui sort l'année d'avant Sprinter. Et puis ensuite, on a son premier album, Can't Reach the Greatness, en 2024-2025. Et du coup, un peu un 7e projet, je mets les projets en énormes guillemets, ajouté à sa discographie, c'est son Colors One by One qui sort en 2024. Parce que c'est vrai que je trouve que le Colors doit faire partie intégrante d'une discographie d'un artiste. Sinon, lui, ça a toujours été du tout droit, ascension fulgurante dès le début. Il va avoir 12 nominations à différentes cérémonies, donc 4 victoires. Il va faire énormément de featuring à l'international avec des Américains, des Français, des artistes latins. Je crois qu'il a peut-être déjà fait un featuring avec un artiste asiatique. Donc, vraiment très international. Et sinon, ce qui discerne, ou en tout cas ce qui caractérise Central C, déjà en termes de style musical, c'est le fait, c'est ce côté hybride. Donc lui, style de prédilection, c'est la drill UK, donc la drill britannique. Mais c'est vrai qu'il va réussir à l'associer à plein d'autres flows, plein d'autres genres, plein d'autres rythmes, dansants, mélodiques, afrobeat, etc. Et ce qu'il pense vient jouer un jeu dans la popularisation et l'internationalisation de la drill. Mais comment on peut expliquer aussi autant cette popularité de Central C et de son style? Déjà, je pense c'est le fait qu'il vient s'adresser à une nouvelle génération. Il veut dire s'adresser à une nouvelle génération, qui est une nouvelle génération, et enfin, je me considère dans cette nouvelle génération, mais où on peut, en quelques minutes, quelques secondes, créer un mouvement, que ce soit un mouvement positif, un mouvement négatif, rendre quelqu'un hyper célèbre, descendre quelqu'un, tout peut aller hyper vite avec les réseaux sociaux, et lui, il a très vite compris, et a réussi très vite à le maîtriser, donc comme par exemple avec ses vlogs, avec sa com, etc., ses collaborations qui viennent plus toucher les jeunes, le fait qu'il est très présent sur les réseaux, donc tout ce genre de choses. Ensuite, plus en interne, donc dans l'industrie musicale, je pense que c'est aussi le fait qu'il est indépendant dans son industrie, dans sa musique.
Donc lui, il a sa propre structure, Live Yours, et il a un contrat de distribution avec une annexe de Warner, enfin une branche de Warner qui s'appelle ADA. Et du coup, le fait d'être indépendant, ça lui permet d'avoir plus gros pourcentage dans ses revenus, d'avoir une liberté totale dans ce qu'il sort, quand est-ce qu'il sort, la manière du marketing. Et du coup, tout ça, c'est vraiment une grosse liberté artistique. Parce que autant financièrement que créativement, etc. Et c'est vrai que le plus souvent, quand un artiste vient se lancer et est indépendant dès le début, c'est pas aussi rapide comme Central C. C'est pas non plus du tout droit. Et lui, ça a vraiment été du tout droit, donc c'est quelque chose qui est quand même très surprenant. Et ensuite, je pense aussi ce qui lui permet d'être aussi populaire, c'est le fait que déjà, il ait un bon pied dans le monde de la mode. Il a marqué les esprits, je sais plus à quelle cérémonie, mais quand il était venu en full sur vêtements, gros zoudoune, bas décathlon. Donc ça marque. Et on voit qu'il impose vraiment avec son style. Et ça l'a jamais arrêté. Du même qu'il a créé sa propre marque, Signa World, en 2023, qui a fait des collaborations avec Nike, avec Cortez. Ensuite, il a ensuite lui-même fait des collaborations en tant que Central C, le rappeur, comme on peut penser avec le PSG, là pour un maillot de la saison 2024-2025, et ou encore avec Jacques Mus pour la collection automne-hiver homme, Noébé, donc tout l'ensemble un peu mohair, etc. Trop belle. Et puis ensuite, il est mannequin, enfin, je dirais pas mannequin, mais il a posé pour le British Vogue, cover du British Vogue, quand même quelque chose de cover très importante. Et puis, il est invité souvent au défilé, donc ça montre qu'il a vraiment cette présence dans la mode, tout en gardant quand même son style très à lui, très streetwear, qui en parle plus à la nouvelle génération, encore une fois. Et puis ensuite, il faut parler de sa relation avec la France. Parce que je pense que Central C est connu à l'international, très populaire, mais je pense qu'il a quand même une énorme communauté française du fait qu'il surkiffe la France. Déjà, il vient très souvent. Il fait énormément de collaborations, pas musicales, on parle de collaborations commerciales en France, comme on peut penser là à sa dernière collaboration avec Nike à Pompidou cet été. Ensuite, collaboration musicale énorme. Enfin, quand je dis énorme, il n'en a fait que 3. Mais, donc, Freeze, Nino, JRK, Freeze Corleone, Nino, JRK 19. Mais c'est vrai qu'en fait, oui, on a pas mal de collaborations britanniques, français, mais on n'a jamais vu un artiste britannique ou un artiste français collaborer beaucoup de fois, donc 3 fois c'est quand même beaucoup, avec un artiste avec une scène d'un autre pays. Parce que, par exemple, on a eu Dave Tiakola, on a eu Leosei Trill Kershak, Hardy Favé, mais Central C, c'est quand même 3 artistes. Donc je trouve qu'il y a quand même quelque chose de beaucoup. Ensuite, il en parle beaucoup dans ses sons, de la France, de Paris, dans cet album dont on va parler, ou encore dans son feat avec Ray, Moi, qui est sorti fin 2024, je dirais. Et il vient souvent en voyage et tout. Donc il y a vraiment cet ancrage dans la France, le fait qu'il aime, il a l'air de bien aimer la France, ce pays. Et du coup, je pense que ça permet on voit qu'il vient vraiment toucher la nouvelle génération française en tant qu'auditeur, les jeunes en France, et donc ce qui permet autant de popularité parce que, faut le dire, que la scène auditrice française est une scène auditrice très très importante et qui est celle qui consomme le plus de rap aussi, donc qui je pense vient jouer un atout très majeur. Et aussi à ajouter, il y a eu la popularisation du Wesh au Royaume-Uni et je pense que Central C y a joué un rôle. Donc maintenant, venons-en au vif du sujet. Can't Fresh the Greatness, sorti ce 24 janvier 2025. Donc il dure 48 minutes, 17 titres, dont 6 featuring qui sont quand même très diversifiés. Donc le premier son, c'est No Introduction, qui est l'introduction, assez ironique comme titre. Mais moi, je trouve qu'il a vraiment ce caractère d'introduction parce qu'il met directement les pieds dans le plat, avec quand même une prod, je trouve, un peu instrumentale. Enfin, pas instrumentale, mais très mélodique au début, vocalise. Et qui après, crescendo, ça arrive dans du type beat, très kickage, etc. Et instrumental, parce que j'ai l'impression qu'on entend un peu du piano et du violon. Ensuite, moi, j'aime beaucoup les rimes et la fin narrative. Donc là, on entend les sirènes dans ce son. Et est-ce qu'il n'y aurait pas une ref à Ice Spice quand il dit... Think of that shit, bitch. Ice Spice, elle l'a utilisé pas mal de fois. Donc je me dis... Parce que c'est vrai que moi, première fois que j'ai entendu le son, je me suis dit... C'est pas une phrase à Ice Spice, ça. Donc je me demande, mais voilà. Et puis le son, ça parle de son succès.
enfin, de son succès et fait d'être sûr de lui dans son ascension. Ensuite, le prochain son, c'est Five Star. Donc, pour moi, je le considérais un peu comme le titre explicatif de l'album, donc Get Rich to Greatness, parce que bah, là, il évoque toujours cette recherche de perfection qu'on ne peut pas atteindre et du succès qu'il a eu, et du coup, ce qui le pousse à toujours être le meilleur, et qu'il a cette impression d'observer du changement sans observer de changement. Donc voilà, un peu une certaine manière d'expliquer le titre de son album. Et je trouve que c'est bien parce qu'on voit en fait qu'il y a dès le début cette idée de narration qui est propre à un album. Moi j'ai beaucoup aimé le refrain aussi. En fait il y avait cette impression que le refrain c'était une back voice, genre elle était enregistrée, c'était la voix dans sa tête. Parce que j'avais l'impression qu'il y avait ce décalage de son et de grains de son entre les couplets et le refrain. Et j'ai aussi beaucoup aimé la fin, une insertion de parole. Et du coup, j'ai cherché. Et en fait, la personne qui parle, c'est un DJ animateur de radio qui avait été là pendant son featuring, son freestyle, que dis-je freestyle, Mixtape Madness. Et du coup, le monsieur qui parle, c'est Kenny Allstar. Ensuite, c'est le premier featuring, donc avec Young Miko. Donc elle, c'est une rappeuse et chanteuse portoricaine depuis 2018, qui a fait elle aussi de nombreux featuring latins et américain, anglophone, on va dire anglophone. Gata, ça veut dire meuf, donc en fait, on comprend que les thèmes principaux, enfin, de quoi ça parle beaucoup ce son, c'est les femmes et les relations amoureuses. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce son, enfin, moi, j'ai bien aimé ce son parce que je trouvais que les deux artistes, ils ont réussi, et en vrai, je trouve qu'ils... Non, c'est pas similaire, mais ils ont réussi à bien chacun mettre leur identité vocale, identité musicale, et à bien les mélanger. Genre ça a créé une nouvelle identité musicale et ça s'est hyper bien mélangé entre les deux. Parce que du coup, j'ai écouté aussi un peu des sons de Young Miko et je trouve qu'en fait, ça se marie beaucoup. Et puis en même temps, vu que c'est des artistes tous les deux qui sont hyper hybrides, c'est pas étonnant. Ensuite, quatrième son, Saint Patrick's, Big Ref à Wu-Tang. Et le titre Cream, déjà l'intro du son, et ensuite le refrain. Il reprend très clairement le titre, sa signification et son refrain. Donc on aime énormément. Thème principal, l'argent. Et de mon point de vue, je pense que c'est un des sons, avec un autre qu'on parlera après, des plus sombres de l'album et qui fait beaucoup penser à TH dans un sens parce que c'est là la prod elle est tout aussi inquiétante, genre une prod hyper inquiétante, hyper sombre et hyper tu t'attends à quelque chose. Genre, c'est très monté de tension comme dans des films, thrillers, etc. Et puis, je me suis dit, pour la petite histoire, parlons de Saint-Patrick, parce que c'est le titre. Et en fait, c'est vrai que je trouve qu'il n'a aucune relation avec l'argent, mais c'est pas grave. Mais si, parce que je crois que la cérémonie, il y a une relation avec l'argent. Mais du coup, Saint-Patrick, c'est le patron de l'Irlande. C'est lui c'est un évangélisateur qui a expliqué aux Irlandais le concept de la Trinité. Donc c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et du coup, c'est ce qui a rendu l'Irlande monothéiste. Et ce qui a fait qu'on voyait les croyances politiques celtiques comme mauvaises et qui sont associées au serpent. Ensuite, on va avoir JBP. Donc son featuring avec 21 Savage. Vous savez que j'ai découvert qu'il était anglais. Oui, on me dit que c'est un rappeur américain, mais le gars est né à Londres. Mais oui, rappeur américain qui est trappeur. Pas grand chose à dire sur le son, à part que la transition entre les deux rappeurs était pépite. Je trouve que c'est la plus quali de tout l'album, de tous les featuring. Parce qu'en fait, il se faisait des passe-passe avec une seule phrase, donc... That's GBP, the price go up if it's USD. Et moi, j'aime beaucoup, surtout qu'après, quand tu sais que 21 Savage, il est américain-britannique. Parce que, en fait, tu as Centrality qui vient de dire that's GBP, donc qui est le code pour désigner la monnaie anglaise, donc le livre sterling. Et ensuite, tu as 21 Savage qui arrive en disant the price go up if it's USD, qui est le code pour désigner les dollars américains. Voilà, je trouve ça trop bien, hyper ingénieux. Prochain son, c'est Top Freestyle. Donc comme son nom l'indique, on retrouve totalement l'identité du freestyle. Déjà, on va avoir des rythmes beaucoup plus rapides, beaucoup plus d'enchaînement. Parce que j'ai cette impression que les paroles, enfin en tout cas les mesures,
sont beaucoup plus courtes que tous les autres sons de l'album, tous les autres sons confondus de l'album. Donc c'est quand même un peu plus long. Et puis aussi dans la prod, ça ressemble beaucoup à... C'est des prods un peu... Enfin, sonore, de manière sonore. C'est pensé beaucoup à ce truc de victoire, de match de combat, un peu boxe, cri de Rocky. Et puis même dans la thématique, il vient parler de succès, de victoire, de concurrence, de fait que, allez hop, premier album, numéro 1, sans hésitation, sûr de lui. Donc, totalement identité dans le freestyle, parce que le freestyle, c'est le but de mettre son égo, de parler ego, meilleur. Donc, c'est exactement ça. Ensuite, on va voir Up North. Donc, ce son, en vrai, j'avoue, j'ai pas grand chose à dire, à part dire que il y a vraiment cette impression qu'il est très nonchalant dans la manière de laquelle il pose. Mais sinon, j'ai pas grand chose à dire. Mais après, on a le feat avec Dave, et qui, je pense, est mon favori. Avec Sweet 21 Savage, j'aime beaucoup, mais je pense que je mets CRG en top 1, donc Can't Rush the Greatness, j'imagine. Donc voilà, Dave, rappeur britannique. Et je trouve que les deux sur ce son posent d'une manière qui est totalement inhabituelle à ce qu'ils proposent généralement. C'est quelque chose de plus, on va dire, pop, mélodieux, alors que Central C, c'est quand même beaucoup plus du kick. Enfin, là, les deux kicks, il n'y a aucun problème, mais dans la prod, je veux dire, c'est des styles qu'on n'a pas l'habitude de les entendre très souvent, généralement. Donc, Central C, c'est quand même quelque chose de quand même plus souvent sombre. Bien qu'on retrouve quand même des rythmes différents, comme j'ai pu le dire, mais c'est quand même très souvent sombre. Et Dave aussi, du fait que c'est quand même un rappeur qui est très conscient, enfin, c'est un rappeur conscient et très introspectif. Mais après, ça n'enlève pas qu'on retrouve quand même leur kickage et leur thème, et les thèmes qu'ils abordent habituellement, donc le succès, la réussite, l'argent, la santé mentale, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans leur succès, etc. Donc ce côté introspectif qui, je trouve, est quand même caractéristique des deux artistes et qu'on retrouve. Ensuite, on passe à Limitless, et je trouve que là, on rentre un peu dans la partie de l'album où vous voyez un peu ce côté entracte ou un peu plus calme, plus posé, plus introspectif dans un sens. Donc Limitless, thème principal, c'est l'argent, mais là, il l'aborde comme un peu cette priorité du fait que il a cette peur d'en manquer, qu'il faut toujours qu'il en ait plus, il faut que ce soit illimité et de pas pouvoir se poser de limites. Et il dit même dans le son que en fait, c'est la priorité numéro 1 devant sa famille. Donc en fait, on se dit, hyper, pas avare, mais hyper personne qui aime beaucoup trop l'argent. Et en même temps, je me dis, c'est compréhensible parce que tu te dis, déjà, tu as reçu de l'argent, tu as vécu avec beaucoup d'argent. Et puis de l'autre côté, je dis aussi, tu comprends de ne pas avoir d'argent, c'est-à-dire tu peux pas subvenir à tes besoins, tu peux venir aux besoins de ta famille. L'argent fait le bonheur. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, l'argent participe au bonheur. Donc, je comprends que tu as cette peur de se dire, j'ai goûté à l'argent et je peux tout perdre d'un coup et que j'ai pas envie. Et que mon but, c'est de continuer à faire de l'argent. Donc, voilà. Et sinon, je voulais ajouter musicalement, la prod fait beaucoup penser au son de Giveon. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait beaucoup penser. Ensuite, on a Now We're Stranger. Donc, c'est une love song. Donc là, love song, si j'ai bien compris, il parle d'une relation amoureuse qui a été très longue, qui s'est mal finie, où c'est lui qui a blessé, et comment il l'a perdue, et elle lui marque énormément. Et du coup, vous voyez, dans le son, on a un peu cette partie de chorale, un chorus, une voix, un refrain. C'est pas du tout Central C. J'aurais bien compris. À part si par exemple, il dévoilait des talents de chanteur, mais du coup, non, c'est pas lui. Et du coup, c'est un compositeur-chanteur qui faisait cette voix, qui s'appelle Kamal. Et troisième son qui, je trouve, fait partie de, comme j'ai pu le dire, de cet entracte, c'est Truth in the Lie. Donc, c'est son feat avec Lil Durk, qui est lui aussi un rappeur américain. Et là, c'est vrai, elle aussi fait partie de mon top 3. Donc, troisième. Parce que sample de Neo, Saucy, sorti en 2006. Pépite. Première fois que j'ai entendu, je me suis dit, mais attends. Et en fait, quand tu l'as écouté plusieurs fois, tu sais, tu as les paroles qui viennent et en même temps, tu as une nouvelle parole et tu es waouh. Enfin, en vrai, c'est le pouvoir d'un sample. Et en plus, là, un sample où tu le reconnais et qui est modifié, mais sans être totalement modifié. Et je trouve qu'aussi, ce que je voulais ajouter, c'est que je trouve que la voix de Central C est méconnaissable. Mais genre, quand je dis méconnaissable, tu sais qu'il y a Central C, mais en même temps, tu te dis,
c'est une voix différente de son timbre vocal habituel, quoi. Ensuite, on va avoir Ten, qui est son avant-dernier featuring, avec Skepta, qui est un rappeur britannique. C'est pas un mauvais son, hein, mais je trouve que, on va dire, c'est un son rap générique. Oui, dans un sens. On parle d'argent, de succès, de relations amoureuses, sexualisation des femmes, etc. Donc, pas mauvais, hein, mais je trouve que à en discuter ou à l'analyser, il n'y a pas... Enfin, j'ai pas trouvé beaucoup de matière à dire. Donc voilà. Ensuite, on passe à son dernier featuring, donc avec Lil Baby, Band for Band, donc qui était sorti en avance. Moi, j'ai beaucoup aimé, enfin, comment dire, j'ai beaucoup aimé l'autotune, parce que Lil Baby, c'est un artiste qui a un timbre vocal hyper autotuné, parce que c'est un trappeur, et du coup, là, on comprend que tous ses featuring américains sont avec des trappeurs, donc de Centracy. Mais du coup, c'est vrai que moi, je sais que j'ai énormément de mal avec l'autotune, et en même temps, je surkiffe la trappe américaine. Enfin, j'aime beaucoup la trappe américaine, donc c'est très bizarre. Mais du coup, là, je trouve que ça fonctionnait très bien, parce que tu avais vraiment le timbre vocal, style vocal propre à Lil Baby au max, le style vocal propre à Centracy au max. Et je trouve que les deux se sont très bien mélangés. Une transition hyper smooth, mais pas aussi smooth que le feat avec 21 Savage. Mais ouais, voilà, c'était ça. Ensuite, on passe à Jane Z Love. Donc ça, vous avez tout réuni. Love Story, Génération Z, nouvelle génération. Et je trouve que ce son, vous voyez, il se catégorise dans la partie entr'acte. Parce qu'il est très mélodique. Mélodique et... Enfin, mélo dans le sens mélodique et un peu triste et tout. Parce que du coup, là, il parle de sa relation amoureuse avec Madeline. Et en fait, il y a ces parallèles de très personnel et en même temps très général. Donc, il parle de sa relation avec Madeline, le fait qu'ils se sont rencontrés à travers les réseaux sociaux, après avoir liké une photo, s'être suivi et tout, démarre une relation amoureuse, qu'il se voit dans le futur avec elle, qu'il parlera de ses enfants, de comment ils se sont rencontrés, et en même temps de se dire qu'aujourd'hui, en fait, on a un nouveau schéma amoureux qui apparaît, c'est celui des réseaux sociaux, et que tu te rencontres à travers les réseaux sociaux. Et moi, j'ai trouvé ça intéressant. Parce que c'est vrai qu'au début, moi, j'avais plus le schéma général de se dire, tiens, il vient parler d'un nouveau schéma de relation amoureuse des réseaux sociaux. Et c'est vrai que c'est un aspect des chansons, des love stories qu'on entend dans le rap qui apparaît pas. Et c'est vrai qu'après, je me suis dit, mais oui, il y a Madeline. Ensuite, troisième son avant la fin, c'est Walk in Wardrobe. Et là, je viens de me dire que peut-être que c'est une expression britannique. Parce que du coup, la thématique principale de ce son, c'est le réel, l'irréel, ou en tout cas l'image qu'on se donne, qui est parfois fausse. Donc comment des personnes peuvent se créer une image qui est fausse et que les gens vont penser réelle. Et c'est vrai que je me dis que peut-être walk in wardrobe, c'est une expression britannique parce que wardrobe, c'est le placard. Je vais vous dire ça. Et puis, dans ce son, parlons de la transition. Personne n'est prêt. Elle réveille. Parce que du coup, tu as la première partie du son qui est quand même très linéaire, très douce, mais qui garde ton attention. Et puis, boum, coupure, change de prod, de type beat. C'est quelque chose de très kickage, très sombre et beaucoup plus d'engagement vocal. Et je trouve qu'il n'y a pas de fin au son. Donc, c'est totalement différent. C'est hyper genre, oh, que c'est pas ça. Et on aime beaucoup. Et sinon, je sais que j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Vous voyez, je vous avais dit que pour moi, St. Patrick, c'était un des deux sons les plus sombres. Et du coup, le deuxième, c'était Ten, donc son featuring avec Skepta. Et je pense que la deuxième partie de Walk in Wardrobe pourrait faire partie du top 3 des sons les plus sombres de Can't Rush to Greatness. Ensuite, avant-dernier son, c'est Must Be. Donc, Must Be, c'est un peu aussi, je pense, même idée, c'est de dire est-ce qu'il faut être vrai, est-ce qu'il faut être faux dans son image. Et on comprend assez rapidement, donc soit en écoutant le texte, mais même dans des mots qui reviennent assez souvent. Donc, utilisation massive du must be dans tout le son. Énormément de rimes avec fake. Et puis, il y a cette question dans le refrain de what's the definition of real. Donc, il y avait vraiment cette question de création d'image, se créer une image. Est-ce qu'elle doit être vraie? Est-ce que je dois être faux? Enfin, tout ce questionnement. Et du coup, je trouve que Walk in Wardrobe et Must Be te suivent très bien. Parce qu'en fait, ils viennent parler de la même thématique, du même sujet, mais de deux aspects différents. Et enfin, passons à l'outro Don't Know Anymore. Donc elle a totalement les caractéristiques d'une outro.
Et en fait, elle fait un énorme parallèle avec l'intro. Donc tout ça, en fait, tout ce côté narratif, des thématiques, du fait que c'est très introspectif. Et ce lien entre l'intro et l'outro, je trouve que c'est pour ça que c'est un album totalement bien réussi parce qu'il respecte totalement, on va dire, un peu la définition de ce qu'on attend d'un album. Et donc ici, dans cet outro, on va de nouveau avoir l'intervention d'une chanteuse donc, qui s'appelle Lily Kaplan. On va avoir un rythme vocal, enfin en tout cas son empreinte vocale qui est similaire je trouve à l'intro, mais c'est juste le rythme musical qui change, bien que ça reste quand même quelque chose de très doux. Et en fait ça s'oppose, et c'est un énorme parallèle avec l'intro, parce que dans l'intro, il parle sûr de lui, succès, et ça va du tout droit, alors que là, c'est totalement l'inverse, c'est la vulnérabilité, les doutes, et ce côté dans le succès de bah, je me retrouve très vite plongée dedans, dans un monde, mais en fait, j'ai pas le manuel, j'ai pas tous les codes. Donc, est-ce que ça va être toujours comme ça constamment ou à tout moment ça peut chuter? Donc, il y a vraiment ce total parallèle avec l'intro. Donc, fin de l'analyse, donc fin de la vidéo. Mais avant tout ça, j'avais envie de parler de la cover d'album de Central Cee. En tout cas, le photographe qui a fait la cover d'album, parce qu'elle est excellente et toutes ses photos sont excellentes. Donc, c'est un photographe britannique, Jack Bridgeland, et en plus d'avoir fait la cover de Central Cee, il a fait les photos GQ de Robert Pattinson, Kim Kardashian, Michael B. Jordan, des photos de Billie Eilish, pour Nike, Jean-Paul Gaultier, GCDS. Et donc vraiment, je trouve que ces photos, elles ont vraiment une puissance de l'image iconique impressionnante. Donc déjà, lui, ses caractéristiques, c'est vraiment inspiration 90s, de la saturation au max, avec des couleurs vibrantes et des lumières fortes. Et ce rendu un peu surréaliste, un peu genre pas réel. Genre c'est de l'avatar et tout. Et ça marche super bien parce qu'en fait, les photos, c'est... Genre, tu sais, c'est que ça devient un peu des objets des objets d'œuvres d'art, en sachant que c'est déjà des œuvres d'art, mais ce truc que c'est presque malléable, je sais pas, mais c'est hyper sensoriel et je trouve ça incroyable. Donc je voulais absolument parler du photographe et qui a fait la cover de Central Cee. Donc voilà, fin du 7e Urban Story, du 3e album review, dans un sens aussi, et fin de la vidéo. Donc je vous fais plein de bisous et on se voit à la prochaine. Bye. Maman! Et je m'en fiche, je couperai pas. Hein. Je couperai pas.